Fantastica. Bienvenue à vous tous à cette version abrégée de l'émission intitulée Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il me fait grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une des multiples chroniques réalisées dans le cadre de notre émission radio qui existe depuis 2003. Fantastica est une émission radio diffusée sur le web dans laquelle je m'entretiens pendant plus de 3 heures avec de nombreuses personnes qui nous parlent de diverses passions qui occupent notre quotidien de tous les jours. Au cours des années, nous avons amassé plusieurs centaines d'entrevues que nous vous présentons ici de façon individuelle avec des sujets qui passeront du cinéma à la musique, du jeu vidéo au comique et la bande dessinée, sans oublier des univers tels que l'astronomie, la mythologie, l'archéologie, la littérature, le paranormal et bien d'autres sujets. De plus, je vous présenterai également de multiples entrevues que j'ai réalisées avec diverses célébrités de différents milieux. Dans cette émission, je vais m'entretenir avec M. Martin Savard sur qu'est-ce que le rakugo, une sorte de spectacle littéraire japonais humoristique datant du début de l'époque d'Edo, soit de 1603 à 1868, époque durant laquelle le rakugo tirait ses origines des historiettes comiques racontées par des moines bouddhistes. C'est donc une entrevue que j'ai réalisée durant un événement à la librairie Morancy, une entrevue qui va nous en apprendre beaucoup sur cet univers passionnant. Alors que je me trouvais au Festival japonais de 2e édition qui avait lieu à la librairie Morancy à Québec, j'ai eu la chance de rencontrer, et comme quoi que le monde est très petit, un de nos auditeurs. Ben oui, M. Martin Savard, qui était présent à l'événement et qui était un conteur de rakugo. J'ai-tu bien prononcé, Martin? Oui, le rakugo. Rakugo. Donc, je me suis dit, on ne peut pas passer à côté. C'est en plus un auditeur de Fantastica. Donc, nos auditeurs sont comme des membres de la famille. Alors, on va leur parler et on va demander à Martin qui nous explique qu'est-ce que c'est que le rakugo. Le rakugo, c'est une tradition qui remonte à 400 ans. Alors, historiquement, ça commençait avec des moines qui bénéficiaient pas, comme ici en Occident, d'une église avec une audience captive. Okay. Donc, eux faisaient des prêches en milieu naturel, sur le bord des chemins. Et puis, pour retenir leur auditoire, ils se sont rendus compte que ça allait bien mieux qu'on leur contait des histoires drôles. Okay. Avec une morale, mais des histoires drôles quand même. Et puis, par la suite, eh bien, ça s'est spécialisé. Il y a des gens qui n'étaient plus des moines qui se sont spécialisés dans le fait de conter des histoires au bord des rues. Et par la suite, ils ont même créé des théâtres spécialisés pour ces histoires-là, le rakugo. Alors, étymologiquement, on nous explique que rakugo, c'est une histoire qui tombe, une histoire avec une chute. Quand on parle d'une chute, on parle de quelqu'un qui tombe? Généralement, une chute comique. OK. Avec un punch à la fin. Okay. Un petit punch à la fin. Un punch qui, choc culturel le voulant, pour nous, occidentaux, c'est parfois un peu déroutant. C'est un humour qui peut être complètement absurde. Il y a cette histoire de rakugo, par exemple, d'un type. Il y a un mort qu'on a trouvé mort dans la rue, et puis le gars, il dit « Hey, mais c'est mon ami, ça, qui est étendu mort comme ça. » Il dit « Je suis sûr qu'il est tellement étourdi que je vais aller le chercher à la maison, il ne sait pas qu'il est mort. » Fait qu'il va chercher son ami, ils s'en viennent sur le bord du chemin, puis le type est forcé de dire « Ben oui, c'est bien vrai, je suis mort, quand est-ce que ça m'est arrivé? » Genre d'histoire totalement absurde. On croirait les Denis de Rolette sur le speed.
Donc, c'est comme les données d'hydrolite, mais ça fonctionne. Et puis, bon, il y a une structure d'histoire et voilà. Il y a des histoires de Rakugo qui sont des histoires historiques avec plein de jeux de mots. Il y a des histoires de fantômes. Il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment un grand répertoire. Puis, au sein des spécialistes des Rakugoka, il y a même eu à un moment donné une polémique entre doit-on donner la priorité aux classiques, aux contes que on se refait depuis des centaines d'années, un peu comme nous, francophones, on écoute du Molière, ou est-ce qu'on doit donner la préséance à des nouveautés? Est-ce qu'on doit garder le Rakugo vivant en créant des nouvelles histoires? Puis comme le Rakugo, c'est d'abord et avant tout, c'est pas des fresques historiques avec des grands héros, c'est d'abord et avant tout l'histoire du monde ordinaire, du quotidien, de nos petites peurs, de nos petites bassesses, de nos petits trucs tordus qu'on essaye, qu'on le souhaite que ça va passer. Ben, c'est vraiment bien parce que ça nous donne une fenêtre sur la culture japonaise populaire telle qu'elle se transmet depuis très longtemps. Fait que c'est ça qui m'a fait tomber en amour avec le Rakugo. J'ai lu, parce que bien sûr, avant de venir aujourd'hui, je savais qu'il y avait des pièces de Rakugo qui allaient se donner. Je suis allé voir un petit peu sur le net c'était quoi. Puis il disait que dans la tradition, habituellement, c'est une personne qui est assise et qui n'est qu'armée que d'un foulard et... d'un éventail. Un éventail, c'est ça. Oui, oui. C'est effectivement ça? Tout à fait. Il y a ces contraintes-là. Alors, on le fait assis sur un zabuton, généralement sur une scène, mais comme il y a des Rakugoka qui font ça dans des bibliothèques, dans les librairies, comme aujourd'hui, ou dans toutes sortes d'endroits, les gens s'adaptent, mais ça se fait sur une scène, toujours assis. Alors, on va rester assis, un peu comme les pratiquants d'arts martiaux, là, assis sur les genoux. On va se lever un petit peu sur nos genoux pour donner l'impression qu'on marche ou qu'on court ou qu'il y a de l'action. Donc, assis. Et les deux accessoires, c'est l'éventail et la serviette qui servent à illustrer toutes sortes d'objets plats pour la serviette et toutes sortes d'objets allongés. Ça va jusqu'au sabre de samouraï pour l'éventail. Et on joue avec ces deux accessoires-là pour faire entrer les gens dans l'histoire. Et c'est une histoire qui est contée sous forme de dialogue. Ce sont toujours des protagonistes qui racontent, qui se parlent les uns les autres. Et on suit l'histoire avec le conteur qui incarne 1, 2, 3, 4, 8 personnages. Quand on a énormément de talent. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut quand même changer un peu sa voix pour faire les personnages. Donc, il ne faut pas se tromper de personnage au moment où on raconte l'histoire. Et ça aussi, c'est quelque chose de particulier. En japonais, il y a plusieurs niveaux de langage. Nous, en français, on a le vouvoiement et le tutoiement. Mm-hmm. Déjà, c'est pas mal. Les pauvres anglophones, eux, ils ne se retrouvent pas là-dedans du tout. Alors, nous, on a déjà cette idée, on ne s'adresse pas à n'importe qui de la même façon. On va s'adresser à un professeur, à un agent de police, à un premier ministre avec un langage plus soutenu. On parle à nos amis dans un bar, pas avec la même façon de s'exprimer. Le japonais, c'est la même chose, mais à un niveau de subtilité encore plus élevé. Alors, le Rakugoka, quand il incarne différents personnages, pour passer de l'un à l'autre, ils changent de niveau de langage. Vous savez, les femmes n'utilisent pas les mêmes mots que les hommes en japonais, en fait, les mêmes mots. On parle de pronoms, on parle de tournure de phrases. Alors, le Rakugoka va exploiter ça pour parler comme une courtisane, comme une femme de basse extraction, comme une reine, etc., etc. Et c'est... Ça demande-tu une formation spéciale ou c'est juste, à un moment donné, on a une passion pour raconter un conte, puis on va décider d'en apprendre un petit peu plus pour, je pourrais dire, amener un peu plus de contenu à l'histoire? Alors, le Rakugo, ça peut se pratiquer en amateur. D'ailleurs, il y a des clubs de Rakugo dans les écoles au Japon. Et les gens font un peu comme moi j'ai fait, c'est-à-dire qu'ils écoutent des contes, ils les retranscrivent, ils les adaptent un petit peu, et puis voilà, ils s'y essaient à leur tour en y mettant du leur le plus possible. Alors donc, ça se fait en amateur. Il y a quelques Occidentaux. Une Anglaise, 2 Français, un Canadien, Katsura Sunshine. Mais je parle d'abord de ceux qui ont commencé en amateur. Alors, il y a quelques Occidentaux qui ont commencé comme ça. Écouter les Rakugoka, transcrire, traduire parfois des contes, puis s'y essayer. Alors, au Japon, on parle de Rakugo Performer. Excusez l'accent. Donc, de conteur de Rakugo. Parce que le vrai Rakugoka, le vrai conteur, le Hanashika, c'est quelqu'un
qui a d'abord su se faire accepter par un maître. Un maître qui a de l'expérience, un maître qui est arrivé au degré ultime du conteur du Rakugoka. Et il faut se faire accepter par ce maître-là. Et si le maître vous accepte, à ce moment-là, vous entrez dans sa famille. Il vous donne un nouveau nom, un nom d'artiste. Et vous faites maintenant officiellement partie de sa famille. Vous habitez avec lui, vous mangez avec lui, vous lui faites son repassage, vous faites le ménage dans la maison. Il peut se passer des semaines. Tout ce que vous faites, c'est de le suivre partout, c'est plier ses kimonos. Puis un jour, il va vous conter une histoire. Puis là, c'est une richesse là, qui vous est donnée dans vos mains, qui ne mérite pas de recevoir cette richesse. Et puis, à ce moment-là, vous apprenez un conte et un autre et un autre. Et puis là, un jour, votre maître vous dit, c'est bon, tu peux faire une première partie dans un spectacle de Rakugo. Alors, les Zenza, les premiers, donc, les amateurs, pas les amateurs, je pourrais dire, les apprentis peuvent faire une première partie. Et un jour, leur maître leur dit, c'est bon, tu connais 100 contes de Rakugo. On va te faire passer un examen devant un comité d'autres maîtres, de plusieurs maîtres. On va t'évaluer. Et là, peut-être, tu vas avoir le stade de Rakugoka, que cette fois-ci, tu peux donner des spectacles par toi-même, pas uniquement invité par ton maître. Et quand tu auras assez d'expérience, et pour certains, ça prend 10 ans. Pour certains, ça prend 3-4 ans. Dépendant de la rapidité d'apprentissage. Mais il y en a que ça prend 10 ans avant d'atteindre le stade final où toi aussi, tu peux accueillir des disciples. Parmi les Occidentaux, on a, à ma connaissance, de vivants actuellement, il y a un Canadien, un monsieur originaire d'Ontario, qui, son nom d'artiste, c'est Katsura Sunshine. Donc, il y a un Canadien qui est passé à travers ces étapes-là. OK. Lui, ça s'est fait assez rapidement, 3-4 ans, parce que c'était déjà un homme de théâtre. Et de temps en temps, on a la chance de le voir passer au Canada, à Toronto, à Montréal. J'espère l'inviter à Québec un jour. Fait que c'est un genre d'apprenti sorcier, quoi. Parce qu'un apprenti sorcier, c'est à peu près ça. C'est un art traditionnel qui s'apprend au contact avec les maîtres et à la façon japonaise. Okay. C'est-à-dire que le maître vous montre, il vous va être tout oui. Et un jour, si vous avez assez de talent, vous êtes assez attentif, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vraiment, on le voit dans les arts martiaux, hein, où le maître vous fait un geste et vous devez comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le geste. Et un jour, vous l'avez compris. Ça ne s'enseigne pas comme nous, les Occidentaux. On va dire, mais tu fais ça comme ça, tu mets ta tête là-dessus, tu réfléchis. Ils ne vous font pas le détail de la mécanique. Alors, c'est quelque chose comme Katsura Sunshine, d'avoir réussi à devenir un des rares Occidentaux Rakugoka. C'est un exploit. Pendant tout l'apprentissage, pas de relation amoureuse, pas d'alcool, vous vivez comme un moine. Un moine, vous n'êtes pas payé et vous apprenez. Mais normalement, le mentor... il reste dans sa résidence, donc à ce moment-là, le mentor s'en occupe. Oui, exact. Comme si vous étiez un de ses enfants. C'est ça, exactement. Donc, techniquement, il est logé, nourri, donc il n'y a pas vraiment besoin d'argent, puisque il vit pauvre, mais il ne vit pas si pauvre que ça. Il vit. C'est ça, il vit. On parlait du costume. Oui. Parce que, on disait, vous avez présentement un costume... Alors, je suis en kimono. En kimono. Avec un haori, une veste, par-dessus mon kimono. Mais techniquement, je pense que l'apprenti n'aurait pas le droit d'en porter un. Il faudrait qu'il soit... En fait, c'est que par un petit brin de pas d'orgueil, mais d'amour-propre, je trouve que le hakama... c'est la grande jupe-pantalon que les samouraïs portent. Je trouve que le hakama, ça donne une allure et un style plus urbain. Je trouve que quand on se balade dans la rue, le kimono fait un peu robe de chambre. Oui. Donc, puis même si vous êtes à l'automne, comment ça fait fret un petit peu pour le kimono? Alors, je me permets donc ici au Québec de porter la grande jupe pantalon, le hakama. Et en fait, le hakama, dans les arts martiaux, par exemple, les aikidoka, ceux qui pratiquent l'aïkido, ben le hakama, c'est l'équivalent de la ceinture noire. Alors, c'est un peu la même chose en Rakugo. Quand vous portez le hakama, c'est parce que vous avez atteint un certain degré et c'est parce que vous êtes un professionnel, vous n'êtes plus un amateur. Donc, si un jour, comme j'aimerais peut-être un jour, si un jour je fais du Rakugo au Japon, bien, ce sera en simple kimono.
Martin, c'est quoi qui a donné cette passion-là, qui vous a amené à faire ça? Parce que vous venez de faire des prestations devant le monde aujourd'hui. C'est quelque chose que je vois tout de suite dans vos yeux, là, que ça illumine tout de suite la passion de faire ce genre de conte-là. C'est quoi qui a fait la bougie d'allumage pour dire « ça, j'aime ça, je veux faire ça ». C'est un peu égoïste. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai toujours aimé les contes traditionnels. Quand j'étais tout petit, là, j'écoutais Félix Leclerc qui faisait des contes traditionnels. Je trouvais que ça extraordinaire. J'ai dit, si un jour je pouvais avoir une petite fraction de son talent, je serais bien content. Et puis, rapidement, ce que je me suis rendu compte, on voit ça chez les jeunes aussi qui pratiquent du conte traditionnel québécois. Bon, il y en a certains qui sont effectivement originaires de régions du Québec où est-ce qu'on parle un petit peu plus pas vraiment en patois, mais où on a un accent un peu plus fort et ils exploitent ça dans leurs contes. Moi, je suis de la région de Québec. J'ai pas l'accent du terroir. Je m'exprime point de cette façon-là dans mon quotidien. Donc, de parler comme certains artistes qui parlent avec une espèce d'accent imaginaire québécois traditionnel, je trouvais que ça faisait un peu faux. En tout cas pour moi. Je ne peux pas parler pour les autres artistes, mais moi, ça faisait un peu faux. Et puis quand j'ai découvert le rakugo, qui était de faire des contes traditionnels, mais avec cette contrainte, vous le faites en uniforme, donc vous le faites en kimono, vous le faites assis, on ne peut pas se lever, vous avez l'éventail, la serviette, vous devez tout créer avec ça. Puis l'imaginaire japonais aussi, qui est le rakugo, qui était vraiment un imaginaire humoristique qui nous est quand même exotique. Alors, je suis tombé en amour. Je suis tombé en amour et puis un rêve que j'aurais, ce serait d'interpréter du Félix Leclerc en rakugo. Oh. Parce que quelque chose qui est peut-être moins connu de nos jours, c'est que Félix Leclerc, c'était un câlin de bon dialoguiste. Et tout le rakugo, c'est du travail de dialoguiste. C'est des personnages qui se parlent l'un l'autre. Et je suis certain que dans l'imaginaire de Félix Leclerc, il y a des contes et des histoires qu'il a écrits sous forme de dialogue, entre autres parce que lui, à l'époque, il passait ça à la radio. Donc, il y a des histoires sous forme de dialogue que je suis certain que le public japonais pourrait apprécier. Quand on parle d'histoire, parce que je vous ai vu raconter 2 histoires aujourd'hui, et ces histoires-là, est-ce que c'est des histoires que vous avez bâties, construites, ou c'est des histoires qui existaient, que vous avez adaptées? Alors, on a des Parce que c'est pas des histoires japonaises là, qu'on a racontées aujourd'hui. C'est des contes japonais qu'on a tout simplement transférés en francophone. Tout à fait. Okay. Alors, donc, moi, je ne parle pas encore le japonais, pas suffisamment, en tout cas, pour bien comprendre les contes de rakugo, qui sont souvent dans un patois un peu ancien. J'ai l'impression qu'eux autres aussi font ça, parler en vieux japonais, quand ils font leurs contes. Alors, c'est difficile pour les étrangers, là, à moins d'en avoir consommé beaucoup, on finit par développer une habileté. Mais, donc, pour revenir à l'origine des contes, moi, dès le début, ce que je trouvais savoureux dans le rakugo, c'était cette fenêtre sur la culture japonaise populaire. Alors, ça explique mon choix. Ce que je fais, c'est que je prends des textes de contes de rakugo, soit que j'ai la chance d'en trouver les textes traduits. Souvent, beaucoup de mes sources sont en anglais. Alors ça, c'est amusant. Pourquoi est-ce que les rakugoka font du rakugo en anglais? Est-ce que c'est pour les touristes? Non, ce n'est pas pour les touristes. Ils se publient des recueils de contes de rakugo en anglais pour les Japonais qui veulent apprendre l'anglais de façon amusante. OK. Alors pour moi, ça crée un répertoire. Ça crée un répertoire et puis je les traduis en français. Et parfois, je peux me permettre de les adapter un petit peu. C'est moins le cas des contes traditionnels que je tiens à garder le plus près possible. Bon, même si ça va être plus du comique de situation. Parce que forcément, le comique de jeu de mots, il est difficile à traduire. Oui. Voilà. Donc, du comique de situation. J'allais dire, au-delà de ça, je me suis intéressé aussi à certains très, très bons textes de rakugo qui ne sont pas des contes traditionnels, qui sont des contes contemporains. Puis, c'est tout simplement savoureux. Il y a un conte contemporain que j'ai beaucoup adapté.
parce qu'il fait référence énormément à des ministres et des personnes en place dans le monde de la culture japonais qu'on ne connaît pas du tout. Alors, j'ai remplacé la ministre de la Culture par le premier ministre japonais Shinzo Abe. Et dans le conte, on parle de nouilles, on parle de culture japonaise, on parle de voyage dans le temps, c'est un conte contemporain, et on parle de Justin Trudeau. Alors, parce qu'il y a un lien entre les deux, Shinzo Abe s'est costumé et est apparu dans des mangas. Et Justin Trudeau s'est costumé et est apparu, lui aussi, dans des bandes dessinées américaines. Alors, les deux personnages se retrouvent dans un conte de Rakugo, dont le thème, ce sont des nouilles qui font voyager dans le temps. C'est complètement fou, complètement absurde. C'est savoureux. Oui. Est-ce que c'est difficile de prendre quelque chose qui est fait au Japon au niveau des histoires, puis de le raconter à un auditoire au Québec, alors que la mentalité n'est pas nécessairement la même? Les Rakugoka commencent toujours les histoires de Rakugo par ce qu'on appelle le makura. Ça veut dire l'oreiller. OK. Donc, ils mettent la table. Ils vont raconter une petite histoire drôle. Ils vont introduire le thème de leur histoire. Et puis, voilà. Moi, comme je fais ça dans un cadre un petit peu plus formel, comme des congrès ou je m'adresse à des gens qui s'intéressent déjà à la culture japonaise, mais je me suis permis de faire un makura un petit peu plus didactique. Alors, je présente des images, des diapositives sur les thèmes dont je vais parler. J'explique certains des sujets qui vont venir dans le conte, de façon à ce que, quand les gens vont entendre le conte, ils aient les mêmes images qu'un Japonais va avoir, parce que lui, le Japonais, il a grandi là-dedans. Alors, moi, ce que je tiens, c'est que les gens qui vont écouter mes contes, ils vont avoir ces mêmes images-là, mais j'ai pris la peine de leur préparer un petit peu le terrain à l'avance. OK, donc visuellement, ils vont voir ce que vous racontez. C'est ça. On parle de créatures surnaturelles, ils vont savoir à quoi elles ressemblent. On parle d'un bâtiment, ils vont l'avoir vu. Alors, les images pour planter le décor du conte, je les fournis dans mon makura. Est-ce qu'on a pris des cours pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, Martin, ou c'est vraiment des essais et des erreurs? C'est vraiment l'amour du Rakugo. C'est vraiment le plaisir. Si vous cherchez Rakugo sur YouTube, vous allez voir énormément de Rakugo en japonais. Presque tout en japonais. Mais voilà, c'est le plaisir de voir ces personnes-là qui ont du plaisir aussi. Vous voyez, on vit pas riche, Rakugoka. Il y a quelques têtes d'affiche qui ont une grande maison, une belle voiture, parce qu'ils font de la télévision, puis que ce sont des personnalités. Mais les Rakugo, c'est pas une profession qui vous rend riche du tout. Alors, quand on voit ces comédiens, quand on voit ces artistes, ils ont vraiment le plaisir, et c'est le plaisir de les voir, que c'est communicatif. Ça serait quoi les rêves de Martin Savard pour le futur au niveau de sa carrière de Rakugoka? En fait, je continue à en faire un amateur. D'après vous, quel est mon domaine? Quel est mon métier? Quel est mon domaine d'études? Oh mon Dieu, ça, c'est difficile parce que vous pourriez être comptable tant qu'à moi, puis ça rentrerait exactement dans le même créneau. Ben voilà, je suis biologiste. Ben, j'étais pas loin. Je suis biologiste et c'est vraiment l'amour de la culture, des cultures qui vous font voyager, qui vous font découvrir autre chose. Et là, il y a vraiment un jeu de mots ici, hein, à comprendre le mot culture. Oui, tout à fait. Mais le plaisir de découvrir d'autres façons d'être un être humain, ça m'a toujours fasciné depuis que je suis tout petit. Et on le voit dans Rakugo, puis on le voit dans plein de choses. On le voit dans votre émission Fantastica, le plaisir d'être un être humain, puis de s'intéresser, puis de faire fonctionner son ciboulot, puis d'être à l'écoute de ses émotions et tout ça, à travers tous ces jeux, cette littérature, qu'elle soit classique, qu'elle soit de la pop culture. Bon, voilà, c'est ça. On a pas long à vivre sur la planète Terre. Ben, il y a toutes ces choses-là merveilleuses à découvrir. On se met à profiter. Absolument. Martin, s'il y a des gens qui voudraient vous suivre ou qui voudraient en savoir un petit peu plus sur ce que vous faites, y a-t-il des sites ou des endroits où est-ce qu'ils peuvent communiquer avec vous, vous suivre ou quelque chose de genre? Malheureusement, je suis encore trop amateur pour avoir mis des efforts dans quoi que ce soit de ce genre-là. Écoutez, éventuellement, en fait, j'ai l'ambition d'inviter des Rakugoka professionnels, soit comme les Français, je pense par exemple à Cyril Copini, M. Fernandez en France qui pratique le Rakugo. Encore là,
en ayant appris par eux-mêmes. J'aimerais aussi inviter Katsura Sunshine, le Rakugo-oka canadien qui est passé, là, qui a fait le véritable vrai. Et peut-être aussi d'autres artistes japonais qui s'expriment en français et faire un spectacle de Yosei à Québec, au Québec, avec ces gens-là qui viennent vous faire découvrir les contes japonais. Alors oui, et puis en préparation de ça, effectivement, je vais probablement préparer une petite chaîne YouTube sous mon nom, Martin Savard, dans le but de faire connaître ces artistes-là. Et puis, dans le but peut-être de mousser un peu la chose là, pour les faire, les recevoir ici au Québec. Il y a un événement japonais à Québec, la ville de Québec, qui est à tous les ans, dans l'entour du mois de mars-avril. Le nom m'échappe malheureusement. Nadeshikon. Oui, merci. Je pense que vous êtes présent régulièrement à cet événement-là, ça se peut-tu? Oui, en fait, tout à fait. Ça fait maintenant 3 ans que je fais du Rakugo au Nadeshikon. Alors, habituellement, je combine une séance de Rakugo et un panel sur un aspect peut-être moins connu de la culture populaire japonaise. J'ai fait des panels sur le shogi, le jeu d'échecs japonais. Okay. Donc, le shogi, le jeu des samouraïs. L'année suivante, j'ai fait le hanafuda, le jeu des yakuza. Donc, on a interprété... On a mis un grand tatami par terre et puis on s'est tous assis sur des habutons et puis on a distribué les cartes et puis là on jouait comme des yakuza dans un tripot là où est-ce qu'on joue pour l'argent et pour leur vie. Alors on s'est amusé à faire ça. Donc les films de gangsters japonais des années 70. En préparation, j'aimerais préparer un panel sur Godzilla. Alors, Godzilla... Commencez-moi pas là-dessus. Vous, là, on va être parti encore pour un autre 30 minutes. Alors, Godzilla sous plein de formes. On était gâtés. Il y a un retour de Godzilla dans la culture occidentale. Oui. Donc, puis qui force malheureusement nos amis japonais à repartir leur tradition également là-dessus. Ils n'ont pas le choix maintenant. Tout à fait. Alors, voilà, on se fait plaisir et en même temps, on partage ce plaisir-là avec plein de gens. Puis, fait qu'au moins, si les gens veulent au moins avoir la chance de vous voir, il y a toujours l'événement. Oui, on pourra me revoir au Nadeshikon. C'est ça. Puis... qui habituellement est toujours fin mars, début avril. Attendre au printemps prochain là, pour pouvoir rassembler des gens comme moi là, qui auraient le plaisir de créer un événement Rakugo à Québec. Mais je vais probablement ouvrir un petit site, une petite chaîne de façon à ce qu'on puisse se rassembler. Martin, donc, vous chercherez sous mon nom, Martin Savard. Martin Savard, un gros merci d'être venu aujourd'hui. C'est déjà tout pour cette émission abrégée de Fantastica. Si vous désirez nous suivre, vous pouvez écouter notre programme de 3 heures qui est diffusé une fois ou 2 semaines, et ce, en vous inscrivant gratuitement à notre page Facebook de Fantastica Radio Web afin de connaître les dates de diffusion des nouvelles émissions. De plus, il vous est possible de vous rendre sur notre site web au www.fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, afin d'obtenir plus d'informations sur cette émission, mais également sur mon podcast Programme Double, dans lequel je vous parle de la création de divers films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Je vous remercie de votre écoute et je vous invite à nous rejoindre de nouveau ici même afin d'écouter notre prochaine édition abrégée de Fantastica.